Je le dis avec toute ma conviction. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Charles. Bonjour Valériane. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette deuxième émission proposée par les étudiants de l'École publique de journalisme de Tours, ici, au rendez-vous de l'histoire. La puissance des images, thème de cette 21e édition du festival, nous fait voyager à travers le temps. Phileas Fogg a mis 80 jours pour faire son tour du monde. Le Futuroscope propose de le réaliser en 5 minutes avec son attraction L'extraordinaire voyage. Le public est transporté dans un monde imaginaire ou incroyablement réel grâce à 2 simulateurs et un écran surdimensionné. On embarque avec Aurore Bayou, Louis Claveau et Antoine Santos. Survoler le parc de Yellowstone, gravir les montagnes de l'Himalaya, voltiger au-dessus de Dubaï. Tout cela depuis la banlieue de Poitiers. Au Futuroscope, on appelle ça l'extraordinaire voyage. L'illusion opère dès l'embarquement avec l'aéronavette. On a fait des images qui font en sorte qu'on a l'impression que la navette bouge tout en étant immobile dans un lieu fixe. Ce qui se passe dans l'écran, c'est un montage vidéo où on a fait un travelling dans l'image, mais un travelling complètement monté en laboratoire, bien sûr. Une fois installé dans la navette, les pieds dans le vide, le public se retrouve face à un écran de 600 mètres carrés. Grâce à un mélange d'images réelles et de synthèse, le film propose une plongée dans l'univers de Jules Verne. On voulait que lorsque les gens sont mis à la verticale, qu'il n'ait pas de repère visuel autre que l'image. Et donc il fallait faire revenir l'écran sous ses pieds et avoir le plus large possible pour que le champ de vision ne soit pas perturbé par autre chose. L'animation est projetée en 6K pour un sens du détail affûté. 5 vidéoprojecteurs sont nécessaires, ce qui, forcément, demande quelques réglages. Ici, on voit l'addition des 5 écrans, des 5 vidéoprojecteurs qui diffusent sur l'écran. Donc sur la partie centrale, on arrive à distinguer 3 écrans différents. Et sur la partie latérale, on arrive à distinguer un vidéoprojecteur par côté. Après 2 ans de diffusion, l'attraction culmine parmi les mieux notés, une récompense qui ferait peut-être sourire Jules Verne. On passe à toute autre chose. Valériane, si je vous dis body positive, vous pensez à positiver avec son corps. Évidemment, la puissance des images, c'est aussi s'interroger sur l'image de soi. Né aux États-Unis dans les années 90, ce mouvement a pris une toute autre dimension avec les réseaux sociaux. Le but, s'accepter tel que l'on est, assumer son corps et le montrer. Noé Poitvin et Aurore Bayou. Des corps de mannequins, des visages maquillés, des photos retouchées, voilà ce qu'on trouve le plus souvent dans les magazines et sur les réseaux sociaux. Face à ce diktat du corps parfait, Yasmine, 30 ans, incarne le mouvement Body Positive. C'est aujourd'hui, on n'a qu'un corps et le problème c'est qu'on passe la moitié, voire les 3/4 de notre vie à se battre contre lui, à vouloir faire rentrer dans une case dans laquelle il veut peut-être pas rentrer, avoir ce fameux taille gap. Sous le pseudo Ellie Killeuse, elle décide de créer son compte Instagram en 2013. Après avoir enchaîné les régimes, elle s'assume telle qu'elle est et affiche sa cellulite et ses rondeurs. En nous montrant tels que nous sommes, on a le pouvoir de faire changer déjà sur les réseaux sociaux la vision un peu de ce que les autres peuvent voir. C'est-à-dire que les jeunes qui vont venir se connecter sur les réseaux sociaux, on est 7 millions à utiliser le hashtag body positive, ils ont peut-être une chance de tomber sur une de nos photos et de se dire « Ah ouais, pas con !» ou « Tiens, elle me ressemble plus que la nana des magazines ou la nana de la télé !» Aujourd'hui, Ellie Killeuse rassemble plus de 136 000 abonnés. Repérée par une maison d'édition, elle sort en 2018 son premier livre, Body Positive Attitude. Certains professeurs en parlent même à l'école. Imagine-moi au collège complexé, mon prof arrive et me ramène un livre avec une nana comme ça, et qui me dit voilà, il faut que vous lisiez ce livre parce qu'il peut vous aider. Je suis quand même vachement contente d'être cette nana-là. Et maintenant, un petit point historique. La photographie peut dire beaucoup du passé d'un pays ou d'un continent, mais elle peut aussi parfois nous induire en erreur. C'est le cas de l'Afrique qui subit particulièrement ces clichés. François-Xavier Fauvel, directeur de recherche au CNRS et archéologue, nous en donne un autre regard. C'est l'instant chambre noire de votre magazine. Ce qui me plaît dans cette photographie, c'est qu'elle nous montre quelque chose qu'on n'a pas du tout envie de faire. On n'a pas du tout envie de faire la queue pendant des heures pour aller voter. Et pourtant, c'est ce que font les Sud-Africaines et les Sud-Africains ce jour-là, en avril 1994, lorsque pour la première fois, ils peuvent tous
aller voter à raison de une personne, une voix, pour aller élire les représentants qui siégeront tous dans la même Assemblée nationale qui représentera tous les Sud-Africains. Au regard de l'histoire de l'Afrique du Sud, c'est très important parce que d'abord c'est la première fois que ça arrive. En 1994, ce sont les premières élections au sortir de l'apartheid. C'est aussi une élection qui met fin à 4 années de guerre civile. Et puis aussi, au regard de l'histoire de l'apartheid, c'est la première fois que les hommes et les femmes font la queue pour aller élire leurs représentants, quelle que soit leur couleur de peau. Ce moment, dans cette semaine de 1994 où tous les Sud-Africaines et tous les Sud-Africains vont voter, au terme de cette crise qui a connu son maximum quelques jours avant et qui s'est dénoué quelques jours avant avec l'entrée dans le processus électoral des groupes les plus extrémistes, c'est un moment de très très grand soulagement, voilà, des Sud-Africains et ça exprime ça. Voilà. Donc si on avait des zooms sur ces visages-là, on verrait, outre la variété des couleurs de peau des gens, outre la variété des conditions sociales, des gens qui font tous la queue indifféremment, tous citoyens tout à coup d'un même pays, on verrait ce soulagement-là. Cette photo est puissante parce qu'elle nous dit ce que c'est que l'essence de la démocratie. C'est l'indifférence à l'égard du genre, l'indifférence à l'égard de la couleur de peau, l'indifférence à l'égard de la race, l'indifférence à l'égard de l'histoire des individus qui s'alignent dans cette queue devant les bureaux de vote. Et elle nous rappelle que la démocratie, c'est de participer à un même projet politique. Et si aujourd'hui cette photo nous parle, c'est parce qu'elle met pacifiquement dans la même queue devant des bureaux de vote des milliers et des milliers de gens qui décident de mettre leur destin en commun. Fini les visites avec un guide. Aujourd'hui, c'est muni de tablettes que les touristes découvrent les châteaux de la Loire. Réalité virtuelle, immersive ou augmentée, ces technologies replongent les visiteurs à l'époque où il y avait encore de la vie entre ces murs. Mode d'emploi avec Malvin Haro, Louis Claveau et Adrien Petitot. Au château de Blois, quand vous payez votre ticket d'entrée, on vous remet entre les mains une tablette. Hop, tenez. Alors vous avez juste à aller voir les bornes et à vous géolocaliser avec. Ces bornes plongent les visiteurs au XVIe siècle, démonstration avec Yvan Bouquef. Il faut scanner la porte du temps qui est ici et la tablette vous emmène en 1588 dans la salle préparée pour les états généraux. Un saut technologique dans le passé qui fait des adeptes. Ça répond quand même à plusieurs questions. Entre autres, à défaut d'avoir un guide ou d'arriver à l'heure où on aurait dû pour en avoir un, c'était une belle solution quand même. D'autres sont un peu plus mitigés. Pas terrible, elle n'est pas assez intuitive d'une part, et puis ça manque de détails, on ne peut pas se référer. On est obligé quand même de prendre des photos et de prendre le papier qui lui est beaucoup plus complet. Pour nous, c'est peut-être l'âge ou je ne sais pas, mais non, moi ça ne me convient pas du tout. Mais il suffit parfois d'un peu de patience. Levez-la vers le haut. Ah, voilà, on appelle ça, non? Bravo. Ah oui. Alors c'est bien. Au final, c'est bien. 6 mois de travail et 1 million d'euros investis, il faudra encore quelques temps pour que tout le monde soit conquis. Vous connaissez les fake news, mais connaissez-vous les deepfakes, ces vidéos qui utilisent votre visage avec le corps d'une autre personne? Antoine Santos explique ce phénomène qui inquiète en 1 minute chrono. President Trump is a total and complete dipshit. Vous pensez que l'ancien président des États-Unis vient d'insulter son successeur? Or, ce n'est pas le cas. Il s'agit d'une deepfake. Le concept, truquer une vidéo de manière ultra réaliste en utilisant la motion capture. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Les deepfakes posent un problème politique. Aux États-Unis, la menace est prise très au sérieux à l'approche des élections de mi-mandat en novembre. Des sénateurs redoutent que la prochaine échéance électorale soit impactée par la diffusion de ces fausses vidéos afin d'influencer le vote. Quant aux géants du web, ils prennent ce problème très au sérieux. Deepfakes is a new area and we know people are going to continue to find new ones. And as always, we're going to do a combination of investing in technology and investing in people
so that people can see authentic information on our service. Pour le moment, ces fausses vidéos de plus en plus réalistes restent détectables, mais pour combien de temps ? C'est la fin de votre magazine, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles histoires. D'ici là, restez curieux. Curieux.